Attention, ce reportage comporte des images difficiles à supporter. Le Kazakhstan, une ancienne république soviétique du bout du monde, où pendant 40 ans, l'armée rouge a fait exploser dans la région de Semipalatinsk des centaines de bombes atomiques et utilisé la population locale comme cobaye humain. Berik a aujourd'hui 33 ans. Il est né dans un village situé à 30 km du centre d'essais nucléaires. Aveugle, il souffre d'une malformation du visage depuis sa naissance. Il est le seul des 10 enfants de la famille à avoir développé une telle pathologie. Quand j'étais enceinte de Berik, à cette époque-là, je travaillais dehors dans les champs. J'ai vu dans le ciel quelque chose comme une lumière. Les médecins m'ont dit que cela a eu un effet sur mon enfant. C'est pour ça qu'il est malade. Berik est officiellement considéré comme une victime du nucléaire. Il a un passeport d'irradié qui lui permet d'être soigné gratuitement et de toucher une pension de 120 € par mois. Il a du mal à parler et communique grâce à la musique. Berik n'est pas un cas isolé. Le gouvernement kazakh reconnaît qu'1 600 000 personnes ont été contaminées à plus ou moins grande échelle. De 1949 à 1989, les soviétiques ont fait exploser sur ce territoire plus grand que l'Île-de-France 456 bombes atomiques, dont plus d'une centaine à l'air libre, soit l'équivalent d'une bombe d'Hiroshima tous les mois. Aujourd'hui, le polygone de tir est désert, mais la radioactivité y est encore largement supérieure à la normale. Le compteur Geiger affiche 15 fois la norme autorisée. Institut d'études médicales des radiations. À l'époque soviétique, ce laboratoire numéro 4 était classé top secret et dépendait directement du KGB. Cette physicienne est arrivée ici il y a plus de 20 ans. À l'effondrement de l'Union soviétique, elle s'est mise à recenser toutes les victimes des radiations au sein de la population locale. C'est elle qui a découvert Berik. C'est nous qui avons trouvé Berik en premier. Nous l'avons trouvé quand nous avons fait le tour de toutes les maisons et que nous avons fait sortir toutes ces personnes malades. Nous avons écouté leurs récits, où se trouvaient les parents au moment du tir, les enfants, s'ils étaient à la maison, dans la rue, en colonie, à l'école. Notre institut a réalisé un tableau épidémiologique complet. Ces cartes classées secret défense étudiaient la direction des vents lors des explosions atomiques. Pour elle, il n'y a pas de doute, la population a délibérément été utilisée comme cobaye. Les gens étaient emmenés derrière une colline, mais dans chaque village, on laissait 50, 70, 100 personnes. Ils voyaient des gens équipés de masques à gaz qui leur donnaient à boire de la vodka, et c'était toute l'attention qu'on leur portait. Les femmes, enceintes ou non, et les enfants étaient ramenés un jour plus tard dans leur maison effondrée. Les animaux n'avaient plus de poils. À leur retour, les habitants essuyaient la poussière radioactive qui s'était déposée. Et la vie continuait. À 6 heures de route du centre d'essai atomique, Kainar, petit bourg de 3000 habitants au pied des montagnes. On y tombe malade et on y meurt 2 fois plus que dans le reste du pays. Les cancers s'y déclarent à un rythme accéléré. Une situation qui, pour ce docteur, ne peut s'expliquer que par la radioactivité emmagasinée dans le passé. Tu as vu le champignon? Oui. Oui, elle l'a vu. C'est ça la statistique. Tous ceux qui ont vu le champignon 1 ou 2 fois auront un cancer. Et c'est pourquoi, tant que duraient les essais nucléaires, il était interdit de diagnostiquer des cancers. Officiellement ici, les gens mouraient d'attaques cardiaques. Comme les autres, le docteur a vu les champignons nucléaires. Lui aussi se sait condamné. C'est déjà inscrit dans les gènes. Nous sommes tous contaminés. C'est irréversible. La seule différence, c'est que chaque génération contaminée, la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième génération, a ses particularités. Je suis une victime de la 2e génération. Il y a des modifications génétiques de tout l'organisme. Mes parents étaient contaminés, mes enfants aussi. Je ne peux déjà plus me défaire des conséquences de cette irradiation. Je sais que quelque chose de mauvais m'attend dans le futur, il n'est pas possible d'en réchapper. Une fatalité qui frappe tout le village. C'est dimanche et le docteur va rendre visite à un ami. Lui aussi dispose d'un passeport d'irradié. Sa femme est malade depuis 25 ans et sa famille décimée. Beaucoup de gens du village sont morts. Beaucoup de jeunes aussi commencent à mourir dès 16 ou 18 ans. La plupart ne vivent même pas jusqu'à 50 ans.
La guerre froide était en cours et il fallait la gagner. C'était le capitalisme contre le socialisme. On est des patriotes, on nous a expliqué que la bombe était absolument indispensable. Si demain on nous déclarait la guerre, comment allions-nous faire? C'était la fin du pouvoir soviétique. On était fiers de participer à l'effort national et c'est pour ça qu'on n'a pas protesté. Dans la pièce d'à côté, les femmes veuves ou malades ont le sentiment d'avoir été sacrifiées. C'était l'hiver quand la première explosion est arrivée. On ne savait rien de ces explosions. On était dehors, on était émerveillés comme si c'était un soleil qui se levait, tout rond. Personne ne nous a dit que l'on devait se cacher. Tout le monde était dans la rue, les jeunes, les vieux, les femmes, avec les enfants. Ces derniers temps, mes yeux ne voient plus rien. Je ne peux pas sortir dans la rue. Je suis dégoûtée. Si le responsable de tout ça venait, je lui cracherais dessus. À la faculté de médecine de Semipalatinsk, on conserve dans des bocaux les bébés monstrueux nés au sein des populations irradiées, et ce jusqu'en 1985. On a rassemblé ici les cas les plus spectaculaires des naissances difformes qui ont eu lieu entre 1960 et 1985, dans la région du polygone de Semipalatinsk. Est-ce que vous avez encore des naissances de ce type? Oui, d'après nos études, on peut encore lier des naissances anormales à la radioactivité de l'époque. À l'orphelinat de la ville, on recueille encore aujourd'hui les nouveau-nés mal formés, souvent abandonnés par leurs parents. Kourtchatov, c'est la ville de l'atome. Interdite jusqu'en 1991, elle n'était même pas inscrite sur les cartes. C'était le lieu le plus secret de l'Union soviétique. Tous les scientifiques qui travaillaient sur les essais atomiques vivaient ici coupés du reste du monde. Aujourd'hui, dans un musée, on a reconstitué la salle de commandement du feu nucléaire. Visite des lieux avec ce haut fonctionnaire du ministère de l'Énergie, nostalgique de l'époque soviétique. Voilà, c'est ce bouton. Pourquoi y a-t-il eu autant de tirs? Parce que chacun des tirs donnait de nouveaux renseignements. Voilà pourquoi. Nous devions maîtriser cette nouvelle technologie, ces explosions atomiques. C'était nécessaire à l'humanité. C'était un apport indispensable à nos connaissances. Ce n'était pas seulement une histoire de guerre froide. Les premiers à avoir eu la bombe, c'étaient les Américains, et ils se sont mis à menacer l'URSS. Il nous fallait bien répliquer à cette menace. Quel avenir pour les mutants de Semipalatinsk? Si le gouvernement kazakh ne peut plus faire grand-chose pour les 10% de la population génétiquement modifiée, il a en revanche décidé de rendre à l'exploitation agricole les terres encore irradiées du polygone. Aujourd'hui, après des études très sérieuses, qui ont duré plus d'1 an et demi, nous considérons que plus de 95% de la surface du polygone peut être rendue à la culture. Une perspective qui a de quoi inquiéter. Courant 2009, le Kazakhstan devrait intégrer l'Organisation mondiale du commerce et exporter dans le monde entier ses produits agricoles.